Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci à l'association de m'inviter. C'est pour moi un honneur, un plaisir. Vous savez que, au fond, je n'aime rien tant que débattre. Et donc, vous ne m'en voudrez pas si je ne vous fais pas un discours fleuve sur Machiavel, mais si je tente à ma manière, c'est-à-dire en tentant d'une certaine manière de le ramener à nous en tant que nous vivons au XXIe siècle, sans pour autant l'arracher à son temps, lui qui vivait au tournant des XVe et XVIe siècles. Si je tente donc cet exercice d'actualisation qui est en somme, et si j'ai bien compris, le sens même de ce qui nous réunit, de ce qui vous réunit dans cette association, je le ferai brièvement, de manière alerte, je l'espère, pour qu'on puisse ensuite discuter des problèmes que ça pose, que ça nous pose, étant entendu que, d'une certaine manière, le nom même de Machiavel désigne sans doute un personnage politique, un personnage qui est historiquement situé, né en 1469, mort en 1527, mais que d'une certaine manière, cette existence historique, elle est barrée, et elle est en tout cas oblitérée par le nom commun qui a remplacé le nom propre, avec effectivement toute cette hideur que les termes en isme peuvent porter en eux. Assurément, le machiavélisme fait obstacle, ou en tout cas est le masque de Machiavel. De Machiavel, on ne connaît le plus souvent que les caricatures les plus malveillantes que ses adversaires ont pu produire de lui. Et c'est de cela dont je partirai, parce que c'est cela que historiquement, est premier. On peut parler de Machiavel, on peut parler effectivement, et je vais tenter de le faire, de cet homme qui a, d'une certaine manière, été aussi lui-même, je dirais, porteur de cette extraordinaire espérance sociale qu'a connue le Moyen-Âge finissant. Et moi qui suis médiéviste, on me reproche parfois de médiévaliser Machiavel. Machiavel est toujours projeté vers l'avant, est toujours ce héros, ce prophète de la modernité. Et alors les philosophes, et en particulier ceux qui font de la philosophie politique, ne daignent parler de Machiavel que lorsque lui-même parle avec Montesquieu, avec Marx, avec Locke, avec Rousseau, c'est-à-dire avec tous ceux qui vont le suivre et qui vont d'une certaine manière dialoguer avec cet échange posthume que ne permettent au fond que les classiques. Mais moi j'ai tenté au contraire, en tant que je suis plutôt un spécialiste de l'histoire de l'Italie du XVe siècle, de ramener Machiavel à son temps, et à un temps finissant, puisqu'en 1469, au moment où il naît à Florence, eh bien, s'accumule, se capitalise, en somme, toute une expérience politique qui est celle des cités italiennes, celle de la commune, celle de la manière dont les États princiers ont au fond dévoyé, subverti cet idéal communal, et tout cela crée les conditions d'une situation où, au fond, je dirais que là, et ça nous parle, me semble-t-il, il y a une manière, et une seule manière, de se sortir, au fond, de l'étau de la domination sociale, de s'arracher à la fatalité de la naissance, c'est le savoir. Et Machiavel est d'abord ceci, socialement, d'abord ceci, le produit de l'espérance de son père, Bernardo Machiavelli, petit notaire, vraisemblablement juriste, ayant fait des études, mais étant en contrebas de la grande et belle société florentine. Et il dira, Bernardo Machiavelli, parce que nous avons la chance de pouvoir lire ses ricordi, c'est-à-dire ses souvenirs, mais ricorden, c'est dans le florentin, l'italien, si vous voulez, du XVe siècle, c'est plus que souvenir, c'est livre de famille, c'est comptabilité familiale, et c'est une manière effectivement de, oui, tenir compte de tout ce qui construit
une réputation. Et dans ses Ricorden, c'est donc Bernardo Machiavelli dit au fond, par rapport à ces grands, ces magnats, nous n'étions que des pygmées. Nous n'étions que des nains et nous étions sans cesse en désir, en volonté, effectivement, de se hisser au niveau de cette classe sociale si puissante et si arrogante qu'étaient les magnats florentins. Donc on peut dire que Machiavel, c'est ça, il est pleinement dans son siècle. Je vais essayer d'en dire quelques éléments. Et au fond, pour le comprendre, eh bien, il faut effectivement le ramener dans son contexte, et c'est ce que je vais tenter de faire. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer que la vie historique de Machiavel, elle est assez brève et, somme toute, je dirais, elle n'est pas notable par rapport à ce que nous considérons comme la grande histoire. C'est donc l'histoire d'un homme qui a fait des études, de belles études, mais pas de grandes études, qui n'est jamais considéré par les humanistes comme un humaniste, parce qu'il sait le latin, mais il ne sait pas le grec, et il faut considérer qu'à ce moment-là, à la fin du XVe siècle, eh bien, l'humanisme en tant que culture des élites, c'est d'abord une connaissance du grec. Donc, de ce point de vue-là, il n'a pas été à l'université, il n'est pas un des grands de Florence, il n'est pas de la classe dirigeante, il est donc en contrebas de cette société et il doit prendre une revanche sociale avec un savoir qui n'est pas le savoir dominant, qui est un nouveau savoir. Par rapport à quoi? Par rapport au néoplatonisme qui est, d'une certaine manière, la philosophie de l'élite dirigeante de la fin du Quattrocento, en particulier à Florence. Ce néoplatonisme, eh bien, c'est un idéalisme. L'idéalisme, on sait très bien qu'il fait, en tant que c'est une philosophie spéculative, qu'il fait toujours le jeu des dominants. Donc face à cette belle philosophie néoplatonicienne qui est exaltée par Marcille Ficin, par exemple, à la cour de Laurent le Magnifique, puisque lorsque naît Machiavel en 1469, c'est précisément le moment de la prise de pouvoir de Laurent le Magnifique. Mais prise de pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, les institutions de la République vont demeurer intactes, inentamées, mais au fond, creusé de l'intérieur, dévoyé, subverti par le parti des Médicis, qui, sans dire effectivement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il impose un principat dans cette cité qui était une cité libre, par l'argent, par la clientèle, par la corruption, eh bien, impose dans le grand corps civique de Florence une société princière qui ne dit pas son nom et qu'il sera d'autant plus puissante qu'elle demeure cachée. Voilà effectivement aussi une leçon pour aujourd'hui. Le vrai pouvoir, effectivement, se fragilise quand il s'expose, quand il se dit. Et ce que nous trouvons le plus flamboyant dans la Renaissance italienne, ce sont précisément les derniers feux. C'est-à-dire qu'il naît au moment où le pouvoir des Médicis se trahit. Se trahit. Ça veut dire qu'il se révèle à lui-même comme les princes qui ne disent pas leur nom, mais qui agissent pourtant comme des princes. Vous savez, les Médicis, d'une certaine manière, ils sont à Florence les représentants d'une sorte de parabole que Thomas Mann a admirablement décrit dans les Buddenbrock, c'est-à-dire le grand-père fonde, le père construit et le fils dilapide. Et avec Laurent le Magnifique, on est dans les derniers feux éclatants de la Renaissance, où il construit une cour, où il cesse d'être ce prince dissimulé qui, comme son grand-père, comme l'ancien,
et ben, d'une certaine manière, ne se disait jamais autrement que comme primus inter patres, c'est-à-dire l'un parmi les autres, le plus puissant des Florentins, mais le plus ardent des défenseurs de la République. Et Laurent le Magnifique s'expose. En 1469, l'année de la naissance de Machiavel, c'est le moment où il y a un grand tournoi dans Florence, et où en français, puisque c'est la langue de la courtoisie, la langue de la culture chevaleresque, la langue dominante en Europe, eh bien claque dans le ciel de Florence le slogan marqué sur l'étendard de Laurent le Magnifique, ce jeune prince, le temps revient. Ça veut dire effectivement la Renaissance, bien entendu, mais aussi une conception néo-platonicienne d'un temps qui retrouve sa reverdie, et pour en trouver, je dirais, une illustration visuelle, le plus simple est de voir les tableaux de Botticelli, c'est-à-dire, au fond, dans Botticelli, on a à la fois cette espérance, cette jeunesse, cette vigueur, cette insolence, cette virilité. C'est ainsi que c'est dit dans les termes, même si ça nous paraît étrange, parce que pour nous, Botticelli, c'est la grâce, c'est la subtilité, c'est la douceur, mais les contemporains le voyaient d'abord comme un peintre viril, c'est-à-dire qu'il comprenait effectivement qu'il y a un coup de force dans cette Renaissance. Et c'est contre ce coup de force que celui qui n'est pas né dedans, qui ne sait pas le grec, qui va refuser le néoplatonisme dont, d'une certaine manière, la Renaissance comme art visuel est la forme d'expression artistique, Machiavel va donc tenter de construire une philosophie de l'action qui n'est pas une philosophie spéculative, mais qui en impose à la philosophie. Et dans le beau dossier qui m'a été donné, le mot-clé, c'est subversion. Il est subversif. C'est-à-dire qu'il va subvertir le pouvoir des Médicis qui lui-même est en train de subvertir la République. Il fait du judo par rapport effectivement à cette force qu'a évidemment le prince qui ne dit pas son nom mais qui est en train de le dire, puisque au fond il commence vraiment diablement à ressembler à un prince, Laurent le Magnifique, eh bien il retourne le miroir vers ceux qui, évidemment, tentaient de se cacher derrière leur clientèle, de se cacher derrière le parti, pour dire effectivement la vérité des choses. Et c'est le mot-clé de Machiavel. Andare dritto alla verità della cosa. Aller droit à la vérité de la chose. Andare dritto, aller droit. Le latin a un mot pour ça, prosa. La prose, c'est ce qui va droit au but. Ce qui, effectivement, échappe aux circonvolutions de la versification, de la poésie, de tout le raffinement de cours néo-platoniciens. Andare dritto, aller droit à la vérité de la chose pour ne pas se laisser éblouir par l'éclat trompeur des mots. C'est donc un coup de force que Machiavel impose à son milieu, à son régime, à sa ville, à son temps. Mais pour cela, il bénéficie de circonstances exceptionnelles. Parce que ce qui se passe, comme vous le savez peut-être, c'est que ce régime, qui est le régime médicéen, eh bien, il tombe d'un coup. Il tombe brutalement, comme un château de cartes en 1494, au moment où un prince de la grande monarchie de France, Charles VIII, passe les Alpes et plein de son vouloir, comme l'écrivait Comines, va au fond subjuguer l'Italie de sa puissance militaire. Et alors les princes italiens se trouvent nus face à la réalité d'un pouvoir dont les feux éclatants de la fête de la Renaissance ne faisaient finalement que
masquer la fragilité et l'inachèvement. C'est que depuis le XIVe siècle au moins, la France, l'Angleterre, la Castille, pour parler effectivement des plus puissants et des plus précoces des États monarchiques administratifs, se construisent sur un engrenage, qui est un engrenage historique sur lequel Machiavel ne va cesser de réfléchir, qui est le lien entre l'armée, l'impôt et la représentation nationale. C'est ça la construction de l'État à partir du XIVe siècle. C'est-à-dire que la guerre devient permanente pour que l'impôt le soit, et pour que l'impôt soit permanent, il faut des assemblées représentatives qui le justifient. Et ainsi se met en place un engrenage étatique qui construit du même coup l'armée permanente, la fiscalité et l'idée même de représentation. Autant de choses dont les États italiens, dans leur inachèvement, sont dépourvus. Pas de fiscalité, une prédation financière, mais pas de fiscalité, en tout cas pas aussi puissante qu'en Italie, enfin, qu'en Angleterre et qu'en France, pas d'armée permanente, et ça va être la grande affaire de Machiavel, qui va considérer effectivement que, au fond, tout ça, ce n'est qu'un feu de paille. Ce n'est rien par rapport à la puissance militaire qui va effectivement déferler sur l'Italie et qu'on appelle, nous, les guerres d'Italie, et qui est, d'une certaine manière, une asymétrie dans la force comme l'Europe en a peu connu. Les moments d'hyperpuissance de la monarchie française, il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, on ne s'y trompait pas quand on disait quels étaient les grands rois de Voltaire, par exemple, dans ses discours sur la monarchie française, met en avant trois règnes. Saint-Louis, Louis XII, Louis XIV. Saint-Louis et Louis XIV, on ne les a pas oubliés, mais Louis XII, qui vivait effectivement à la pliure entre Moyen-Âge et temps moderne, on ne peut pas dire qu'il ait gagné la pérennité dans la mémoire nationale. Et pourtant, c'est l'époque de Machiavel. Il n'y a jamais eu de moment où l'écart de puissance démographique, économique, militaire, diplomatique était aussi écrasant entre la France et l'Europe que justement le tournant du XVe et XVIe siècle. C'est là, à ce moment-là, où agit Machiavel. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de rappeler cela, ce principe de réalité, qui est un principe de réalité très dur, que Machiavel, dans son seul livre qu'il a de son vivant publié, L'art de la guerre, en 1519, entre 1519 et 1521, à la fin de l'art de la guerre, il décrit effectivement, oui, ce qu'on peut appeler la fête de la Renaissance, et il dit, pardonnez-moi, je cite de mémoire, les pauvres, il parle des princes italiens, trop occupés à s'entourer de galanterie et de ferveur, à ourdir une ruse ou à sorner de belles choses, à amasser ce trésor qu'on appelle l'art, à s'entourer d'un cadre de vie somptueux, eh bien, ils oubliaient ce que Machiavel appelle le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'impôt qui finance l'armée permanente. Ils s'en remettaient à ces mercenaires qu'on appelle les comtes de tiers, princes effectivement d'aventure, prêts à tout pour s'offrir au plus, justement, pour se donner au plus offrant. Et de là, dit Machiavel, d'étonnants désastres, et c'est effectivement 1494. Donc, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ce qui s'effondre en Italie, c'est plus qu'un État, c'est une civilisation et une société politique, si sûre d'elle-même. Enfin, d'une certaine manière, ceux qui connaissent l'Italie, la culture politique italienne, savent très bien qu'au fond, ils s'en sont jamais remis de ce complexe de supériorité bafoué
par effectivement ce que Guichardon, dans l'histoire d'Italie, appelle une flamme, une peste, qui non seulement a détruit les cités, mais les manières de faire la guerre, de faire la paix, de faire de la politique, la furia francese. Bon. Et donc, il y a là une brèche. C'est comme un principe de réalité qui brutalement s'impose à ceux qui ne voulaient pas voir. Et nous sommes à ce moment-là en 1494, et ce qui, d'une certaine manière, avec la chute de Pierre de Médicis, et ce qui, là encore, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, ce qui va tenir lieu de politique lorsque la politique s'absente, ce qui va s'engouffrer dans la brèche d'un système qui ne fait que exposer sa propre vacuité, c'est la parole théologico-politique de Savonarola, ce moine, ce prophète désarmé qui va prétendre pendant 4 ans gouverner au nom de Dieu une république désemparée. Et la mort de Savonarola en 1498, pardon, on ne sait d'ailleurs pas très bien quel sentiment avait Machiavel vis-à-vis de Savonarola. Sans doute a-t-il eu, comme Botticelli, comme tant d'autres, une fascination pour cette parole qui mobilisait, cette ferveur qui rassemblait, cette politique qui divisait, et qui divisait sur un point qui, pour Machiavel, était décisif, qui est celui de la violence politique. Au fond, Machiavel reprend la politique exactement à l'endroit où Savonarola l'a laissée. Il l'a ressaisie. Mais en 1498, là, il faut bien comprendre que c'est Florence année zéro. Les Médicis, c'est terminé. Savonarola, c'est terminé. Il meurt, effectivement, comme vous le savez, pendu et brûlé sur la place de la Seigneurie. Et là, qu'est-ce qui reste? Sinon, le vague souvenir de la République. Tout le monde est compromis. Tout le monde a été compromis. Tout le monde a été médicéen, savonarolien, etc. Et là, il y a une sorte d'opportunité extraordinaire pour des jeunes gens. Machiavel a 29 ans. 29 ans. Et avec d'autres personnes de ses amis, affamés de pouvoir, d'amitié, d'action, il prend le pouvoir. Véritablement, il prend le pouvoir. Il se met sous l'aile de Pietro Soderini, qui est un vieux politicien florentin qui reconstitue d'une certaine manière la République, mais c'est une coquille vide si des forces politiques ne viennent pas la remplir, et Machiavel est cela. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Machiavel, c'est d'abord cet homme, ce jeune homme, qui saisit l'occasion. Qui saisit l'occasion pour agir, et c'est d'abord ça qu'il veut, c'est agir. Agir, effectivement, à un moment qui est fidèle à ses engagements. Il est républicain, et il voit revenir le temps de la République, qui a été très longtemps dévoyé, et donc qu'il s'agit de défendre. Sauf qu'il le défend à un moment qui est très particulier, parce que c'est un moment qui, effectivement, est tout à fait défavorable au système italien, qui sont dans un rapport de force très asymétrique avec la France. Et il a sans doute, à ce moment-là, une expérience qui est sans doute l'expérience la plus cinglante de déception politique qu'on peut attendre. Il est chancelier de la
secrétaire de la seconde chancellerie, on va dire ministre des Affaires étrangères, donc il est chargé effectivement d'aller d'une cour à l'autre pour expliquer quelle pourrait être la politique de Florence. Et puis à ce moment-là, je parle de 1499, 1500, eh bien il va chercher justement à la cour de France de quoi justement assurer, je dirais, les positions, ou en tout cas les intérêts de Florence. Et il va être humilié par les conseillers de Louis XII, Georges d'Amboise et les autres, qui sont alors à Nantes, à Tours, et il en gardera sa vie durant la très vive conscience qu'au fond la politique c'est l'art du rapport de force. Et qu'à ce moment-là, quel que soit effectivement l'éclat de la culture italienne, ils ne comptent pour rien. Ils n'ont... lorsque Machiavel arrive à la cour de Louis XII demande à Machiavel ce que Staline demandait au Vatican, c'est-à-dire combien de divisions? 0. Donc il compte pour rien. Et il revient à Florence avec cette idée très claire qu'au fond, pour agir, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut mesurer le rapport de force. Et pour mesurer le rapport de force, il faut accepter de se laisser blesser, en tout cas son amour-propre, par justement un dépaysement. Et évidemment, une des grandes avancées de la recherche machiavélienne depuis une trentaine d'années, c'est de considérer que le Machiavel le plus important, le Machiavel qui d'une certaine manière aiguise sa langue politique, la vélocité de sa langue politique au feu de l'action, c'est celui qui agit justement de 1498 à 1512. Celui qui ne cesse d'écrire, mais écrire des lettres de légation, des lettres des missives diplomatiques, etc. Et que, au fond, toute son œuvre ultérieure, que vous connaissez, Le Prince, le discours sur la première décade de Tite-Live, l'art de la guerre, etc., eh bien, procède de cette première partie de sa vie qui s'arrête net justement en 1512 par le coup d'État des Médicis qui empêche Machiavel d'agir et qui va l'amener à l'exil, à la prison, au bannissement, à la torture. Il est à 2 doigts d'être exécuté. Et puis, finalement, tout le Machiavel que l'on connaît, le Machiavel qui laisse une œuvre, Le Prince, 1513, et puis ensuite tous les autres, c'est le Machiavel qui essaye de se refaire, qui essaye de rentrer à nouveau dans le jeu politique, qui essaye par à peu près tous les moyens de se rendre aimable aux dominants, qui essaye de convaincre que dans l'art de l'État, arte dello Stato, eh bien, personne n'a effectivement sa compétence, sa lucidité, sa vélocité, sa virtu, et qui va d'une certaine manière tenter d'aiguiser encore une fois sa langue au feu de cette déception. Et c'est cela qui m'intéresse chez Machiavel, c'est que c'est un déçu. C'est un déçu de l'action politique. C'est un perdant. Et d'une certaine manière, cela nous dit quelque chose, à mon avis, d'assez fort sur la théorie politique, qui n'émane jamais des vainqueurs. Ceux qui gagnent sont toujours dans l'aveuglement de leur victoire. Ils gagnent, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont gagné. Ils ne peuvent pas le savoir, puisqu'ils sont ivres de leur triomphe. Ceux qui perdent sont le plus souvent, ça c'est le pessimisme anthropologique de Machiavel, abrutis par leur défaite. Donc ils ne sont pas plus lucides que leurs vainqueurs. Mais il arrive que certains perdants, d'une certaine manière, gagnent une sorte de
gagnent en intelligibilité sur la situation qui les a fait perdre. Et c'est le cas de Thucydide, c'est le cas de Thomas More, c'est le cas de Machiavel, c'est le cas de tant d'autres. J'aime beaucoup cette phrase du vieux marxiste anglais Eric Hobsbawm, mort il y a 2-3 ans, mort dans évidemment la mélancolie d'une espérance révolutionnaire communiste qu'il avait portée puis trahi, et qui écrivait au crépuscule de sa vie « Rien n'aiguise l'esprit de l'historien comme la défaite ». Eh bien, Machiavel est cet homme défait, et qui, parce qu'il a été défait par l'action politique, à partir de 1512, a écrit effectivement toute l'œuvre que l'on connaît, qui est une œuvre proprement désespérée, qui tente effectivement de raccrocher à l'action, qui tente de parer les coups qu'il n'a pas su, au fond, voir venir, qui tente, après coup, de comprendre la manière dont, au fond, les choses se sont gâtées, et qui, pour nous, donc, nous livre quelque chose d'incomparable, un trésor bien plus puissant que, effectivement, tous les discours des vainqueurs. Lorsqu'on dit l'histoire, mais il n'y a d'histoire que l'histoire des vainqueurs, c'est pas tout à fait vrai. C'est la mémoire nationale qui est celle des vainqueurs. Mais l'histoire, en tant qu'art critique, qu'art d'émancipation, en tant que vision subversive du devenir humain, de la philosophie de l'agir, elle est souvent le fait des perdants, de ceux qui tentent de comprendre après coup les coups qui les ont mis à terre. Et Machiavel est de cela. Vous savez qu'il va tenter de revenir en grâce, même auprès des Médicis. Il ne renonce à rien, même pas, d'une certaine manière, à la trahison, ou en tout cas à la ruse par rapport à la fidélité politique. Et lorsque, au fond, il est au bord de revenir en grâce, les Médicis lui reconnaissent le droit d'écrire l'histoire de Florence en 1527. C'est trop tard, c'est l'année de sa mort. Donc, c'est une histoire assez misérable que celle de Machiavel. Et elle est misérable aussi parce que elle se confond entièrement avec son siècle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais dire quelques mots pour terminer. C'est-à-dire cette puissance d'actualisation de Machiavel, d'un penseur qui pourtant a épousé son temps. Comment celui qui a été aussi violemment, passionnément, irréductiblement de son temps peut être d'une autre? Je dirais qu'il y a deux manières de ne pas comprendre Machiavel, qui sont deux manières symétriques. L'arracher à son temps et l'arrimer à son temps. L'arracher à son temps, c'est en faire un philosophe politique, hors sol, détaché des contingences qu'on pourrait lire comme ça, comme on lirait, voilà, une sorte de spécialiste du management des armes. Comme si, au fond, le prince était un traité général de gouvernement. Mais pas du tout. Le prince est un livre très précis qui repose sur des situations très concrètes, qui ne cessent, au fond, d'avancer par des disjonctions comme ça, des sortes de, vous voyez, de ou bien, c'est pas... Machiavel, c'est pas l'homme du en même temps, c'est l'homme du ou bien. Il dit c'est ou bien ceci, ou bien cela. C'est ou bien la République, ou bien le Principat. Nous vivons un Principat. Les Principats, soit on en hérite, soit on les conquiert.
Je ne parlerai pas des héritiers, je parlerai des conquérants, je parlerai des créateurs d'États. Et je décrirai dans Le Prince, puisque c'est cela ce dont il parle vraiment, c'est au fond de cette singulière qualita dei tempi, qualité des temps, contexte, conjoncture, qui projette des hommes, le plus souvent jeunes, ivres de leur vouloir, dans des brèches du temps qui font que par toute une série de hasards, de chances, d'audace, de culot, ils prennent le pouvoir, et qui, à ce moment-là, vont avoir à le conserver, à se maintenir en l'état, mantenere lo Stato. Mantenere lo Stato, ça veut dire se maintenir en l'état, mais ça veut dire aussi maintenir l'état, la grandeur de l'état, la souveraineté de l'état. Et que les qualités pour conquérir le pouvoir ne sont pas celles que l'on doit exercer pour le conserver. Et que celles qu'on doit exercer pour le conserver sont même peut-être les qualités exactement opposées à celles qui servent à le conquérir. C'est ça le Prince. Donc c'est très précis, c'est très concret. Ça parle en son temps, ça parle à, je dirais, 20 personnes. C'est très curieux, c'est complètement crypté. On comprend même pas, on n'est même pas sûr de ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas très bien quand est-ce qu'il blague, quand est-ce qu'il blague pas, quand est-ce qu'il est sérieux, quand est-ce qu'il déconne, quand est-ce qu'il est provocateur, quand est-ce qu'il caricature une position, ou quand est-ce qu'il donne son avis. C'est très difficile à dire. Donc, c'est un livre qui ne délivre pas la manière de le lire. Comme tous les textes anciens, d'ailleurs. Ils ne sont pas donnés avec leur mode d'emploi. Donc, au fond, on a, oui, un texte extrêmement conjoncturel. Et donc, la première manière de ne pas le comprendre, c'est de l'arracher à ce temps et à considérer que c'est un philosophe hors sol qui parle du gouvernement en général. Non, il parlait très précisément pour lui, pour ceux qui gouvernent, à Florence, à ce moment-là. Et si on veut en parler, il faudra être très précis, effectivement, sur la conjoncture. Mais en même temps, l'autre manière symétrique de ne pas comprendre Machiavel, symétrique à l'arracher à son temps, c'est, je disais, l'arrimer à son temps, le ramener à son temps. Et d'ailleurs, ceux qui ont voulu s'en débarrasser, en particulier les anti-machiavéliens, du début du XVIe siècle, parce que de toute façon, l'histoire de Machiavel, l'histoire de la réception de Machiavel, c'est assez simple. Lorsqu'il meurt, de toute façon, il n'y a qu'un livre publié, L'Art de la guerre, mais enfin, pas non plus, c'est pas non plus un énorme succès. Le Prince circule un peu sous le manteau, il va ensuite se diffuser ou infuser plus précisément dans la culture politique, sous des noms d'emprunt, parce que très vite, l'œuvre de Machiavel est à l'index, mise à l'index, c'est-à-dire qu'elle est interdite, elle est censurée, on ne peut même pas dire le nom de Machiavel, et donc le machiavélisme n'est que le reflet de l'anti-machiavélisme. Ce qui existe, c'est les anti-Machiavel. Bon, donc, au fond, l'anti-machiavélisme, c'est véritablement le courant le plus puissant de la modernité politique. Par exemple, il y a plein de choses qu'on attribue à Machiavel et qui sont en fait des concepts de l'anti-machiavélisme, comme la raison d'État, par exemple. Raison d'État est un concept qui est développé par Giovanni Botero, qui est un juriste et jésuite piémontais anti-machiavélien, qui pense contre Machiavel, mais qui pense tout contre lui. Évidemment, c'est-à-dire que c'est un adversaire, et le propre de l'adversaire, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, une des manières qu'ont eu les adversaires de Machiavel de tenter de s'en débarrasser, c'est de dire qu'au fond, le prince, ça n'intéresse
que les princes de son temps. Et que ça se périmera avec voilà, la République florentine. Il a écrit un pamphlet jésuite du XVIIe siècle, pamphlet anonyme. Machiavel a, je cite, réduit en système l'impureté de son siècle. Ça veut dire qu'au fond, il n'a fait que systématiser toutes les aberrations qui, dans son temps, faisaient, au fond, son actualité. Alors comment expliquer qu'effectivement, il dure encore? Comment expliquer que tous les perdants de l'histoire, justement, en aient fait leur livre de chevet? Eh bien, précisément, parce que je pense qu'on ne doit ni l'arracher à son temps, ni l'arrimer à son temps, ni le réduire au contexte, ni ignorer ce contexte, mais comprendre que justement parce qu'il a, et ça c'est une leçon d'engagement politique, parce qu'il a été pleinement en accord avec la société qu'il avait portée, parce qu'il a été en compagnie des hommes. Il y a cette page magnifique qui est la lettre de Machiavel à Francesco Vettori le 15 décembre 1512, où il lui dit qu'il vient d'écrire un opuscule qui s'appelle De Principatibus, des principautés, qu'on va ensuite traduire par le prince, qui est déjà une manière de le généraliser, mais il n'a pas écrit le prince, il a écrit des principautés. Et donc il décrit effectivement sa condition d'exilé et la nécessité pour lui de reprendre la main en écrivant Le Prince. Et il se décrit dans un rapport qui est à la fois un rapport, je dirais, de transmission et de communication. C'est-à-dire qu'il se décrit comme l'homme qui lit des livres et qui espère en écrire d'autres. Et il se décrit aussi comme celui qui est en compagnie des hommes. Il est exilé, il est dans un village pouilleux, San Casciano, et il dit, ben voilà, je joue au tric-trac avec... je suis dans les cafés, dans les auberges, je suis avec les gens, je suis donc exilé de la cour des grands, mais je tente au fond de comprendre que l'art politique, c'est l'art du dissensus, c'est l'art de la dispute, c'est l'art du différent. Et puisque je ne vois plus les différends entre les grands de ce monde, je vois au moins les différends entre les bûcherons et les paysans de San Casciano. Et c'est la même chose, et je vais donc construire une anthropologie, il ne dit pas comme ça, une anthropologie de l'agir politique. Et voilà. Donc ça veut dire qu'il a été de plein pied avec la société, et d'où sa puissance d'actualisation. Et c'est cela, au fond, qui nous touche chez Machiavel. Je reviens pour terminer sur ce beau mot qui est celui que vous m'avez soufflé, Machiavel subversif. Oui, il l'est assurément. Il l'est parce que, au fond, ce qu'il subvertit, c'est l'art de la généralité. C'est notre volonté de tout ramener en système. Au fond, si j'avais à ne retenir qu'une chose de lui, pour nous, aujourd'hui, c'est que Machiavel a mis tout son effort, toute sa volonté politique dans une entreprise de, je dirais, de réarmement des mots. Il a compris que les grands désarrois politiques venaient d'un appauvrissement de la langue. Ce qu'on peut appeler une langue de bois. C'est-à-dire une langue qui, d'une certaine manière, fonctionne pour elle-même et où les mots ne renvoient plus aux choses. Et où les mots, au contraire, cachent les choses. Et ce sont souvent des belles langues, des langues systématiques, précisément la langue de ceux qui le dominaient, la langue néo-platonicienne, la langue de la philosophie politique, la langue des grands systèmes aristotéliciens,
Et il a vu, Machiavel, mourir cette langue. Il a vu périmer cet idiome. Il a vu se casser entre ses mains cet instrument si puissant qui permettait effectivement d'ordonner le monde. Et nous avons connu ça, par exemple, dans la culture française. 68, par exemple, est le moment où une langue politique se périme d'un coup, et devient une langue morte. C'est-à-dire que la langue politique du temps, à la fois gaulliste ou communiste, ne prend plus sur les choses. Et alors il faut en inventer une autre. Et dans ce cas-là, eh bien, ce qu'il y a de plus politique devient ce qu'il y a de plus poétique. Et c'est pour ça que Machiavel, c'est d'abord un écrivain. Il a d'abord voulu justement prendre de vitesse la méchanceté du monde par la vélocité de sa propre langue. Et il invente des mots qui tentent de courir vite vers les choses. Andare dritto alla verità della cosa, à la vérité de la chose. Et je pense que c'est cette leçon de réalisme que Machiavel nous délivre aujourd'hui. Voilà pourquoi, effectivement, pour moi, lire Machiavel, c'est toujours, non pas le ramener à nous, mais entendre ce qui, depuis ce temps ancien, crypté, en grande partie étranger à nos préoccupations, eh bien, peut plus que faire écho, peut d'une certaine manière réactiver une puissance d'agir. Et voilà aussi pourquoi il me semble nécessaire de dire que Machiavel, avant d'être un écrivain et un philosophe, a, avec les mots, pris la revanche des actes qu'il ne pouvait pas faire. Et donc, c'est d'abord un maître de l'agir politique. Voilà sa subversion par rapport effectivement à la culture politique de son temps. Et voilà pourquoi il peut, je pense, nous être encore aujourd'hui une ressource d'intelligibilité pour comprendre le nôtre. Voilà. Je vous remercie et puis surtout, j'attends vos remarques, vos critiques, vos questions.